Bonjour à toutes et à tous. Le ski est par essence une activité au grand air. Dévaler les pistes permet de profiter de magnifiques paysages. Derrière la carte postale, les grands domaines skiables sont aménagés grâce à quelques grands groupes industriels. Et sans eux, eh bien, ça ne serait pas pareil. Alors, pour cette émission Point de vue, nos deux invités sont tout d'abord Jean Souchal, le président du directoire de l'entreprise Poma, entreprise de remontée mécanique. Et puis notre deuxième invité, il s'agit de Didier Bick, qui est le dirigeant de l'entreprise Kässbohrer Pistenbully, vous savez, le fabricant de dameuses, comme celle-ci par exemple. Point de vue à 1538 mètres d'altitude pour parler de l'industrie au service du ski, c'est maintenant. Dans le monde, ils sont plus d'une dizaine de constructeurs de remontées mécaniques et la France est leader sur le marché avec par exemple l'entreprise Poma qui compte plus d'1 millier de salariés justement dans le monde. Alors nous recevons aujourd'hui le président du directoire de l'entreprise Poma, Jean Souchal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau de Point de vue, ici installé au Savoie Grand Revard. Alors effectivement, l'entreprise Poma, peut-être que certains la connaissent plus sous le nom historique Pomagalski. Alors effectivement, puisqu'à l'origine c'est l'affaire de Jean Pomagalski, qui est un Polonais qui est arrivé en France au début du XXe et qui, avec son ingéniosité en tout cas, a dès les années 30 vraiment réfléchi autour du transport à câble, c'était le début du loisir, hein. Et en 1936, avec l'Alpe d'Huez, la création de ce qui est devenu le téléski Poma et le début de l'entreprise Poma. Donc plus de 80, 82 ans, 83 ans bientôt. Là. Ça a quelques années. Quelques années, absolument. Alors, quel est votre métier finalement? C'est de construire des téléskis, des télésièges, des télécabines? Alors à l'origine, c'est effectivement de construire du matériel, enfin tout ce qui tournait autour du câble et du transport à câble, que ce soit la mobilité des hommes, hein, pour le ski, pour le tourisme, maintenant pour l'urbain, que ce soit aussi pour les matériaux en l'occurrence. Et puis au fil du temps, c'est aussi tout ce qui est l'accompagnement des clients, des stations, la maintenance, voire même en tant qu'opérateur dans certains aéroports, etc., ou dans un monde qui n'est pas celui de la montagne, où on est opérateur, concessionnaire, etc., de transport à câble, puisqu'on a toujours ce fil d'Ariane qui est le lien et notre technologie. Poma peut sortir de la montagne très facilement. Poma, c'est, comment on va dire, développé au-delà de son marché initial, qui est un marché très important pour nous, sur tout le transport à câble, notamment en ville, notamment sur des lieux iconiques où on peut amener des tas de touristes, voir des tas de belles choses. Et le rail, par exemple, un funiculaire ou autre, ça c'est possible chez vous? Alors le funiculaire, c'est une technologie qui est particulière, mais c'est les transports à sol, bien sûr. Il y en a qu'on connaît bien à Lyon, hein, les ficelles de Lyon par exemple, mais, ou alors en montagne, on peut penser aux Deux Alpes, on peut penser à Tignes, Val d'Isère sur ces funiculaires, ou alors dans des aéroports par exemple pour faire des liaisons entre des satellites. On en a fait plus d'une vingtaine dans le monde, donc oui ça existe bien sûr, et c'est un beau mode de déplacement. En complément de tas d'autres systèmes, type les tramways, les métros, etc., pour des applications qui sont plutôt ce qu'on appelle hectométriques sur 1, 2, 3 km. Poma, c'est quoi? Un espèce de fleuron de l'industrie française peut-être méconnu, Poma, et surtout vous êtes installé où en France? Pour moi, Poma, c'est d'abord une marque qui est, voilà, la marque Poma, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui a cette chance d'avoir une notoriété très forte, qui est attachée à la France, qui est attachée au développement de la montagne et du ski. Au niveau mondial, la France est le pays leader en termes d'aménagement de la montagne, sous tous ses aspects. Et puis, c'est effectivement cette chance d'être français, d'être basé en région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, principalement sur les deux Savoies et sur l'Isère, et d'être capable de se déployer, que ce soit au fin fond du Chili, que ce soit en Australie, que ce soit en Russie, au Japon, enfin le tour du monde, quoi. Voilà. L'entreprise est à Vorep, hein, en Isère. Alors le siège social est à Vorep, effectivement, donc c'est juste à côté de Grenoble, hein, Voiron. Et voilà, avec tous les bureaux d'études, et puis il y a une grosse partie de fabrication qui est répartie dans les départements autour de plusieurs sociétés du groupe. Combien de remontées mécaniques livrées chaque année, ou plutôt chaque automne, parce que c'est un peu ça la haute saison pour vous, l'été et l'automne, mais combien de remontées mécaniques livrées chaque année? Les choses ont bien évolué ces dernières années, on est avec des gros appareils, on en fait peut-être entre 50 et 60 par an. C'est pas forcément maintenant à l'automne, parce qu'avec l'utilisation plus touristique et urbaine, c'est beaucoup plus réparti que ça ne l'était.
Il y a aussi donc, un transfert vers des gros appareils très structurants, ce qui fait que là où on arrivait à faire 150 téléskis par exemple il y a 20 ans, aujourd'hui on va en faire moins d'une dizaine. Par contre sur des gros appareils, voilà, on en fait une cinquantaine et ça c'est une mutation sur des systèmes plus lourds, plus robustes, plus efficaces on va dire, que ce soit pour le ski ou le reste. Ça veut dire que le téléski est moins à la mode et que maintenant on privilégie les gros porteurs? Non, je pense que c'est en fait, c'est une évolution, une mutation en tout cas des besoins et des attentes. Et puis évidemment, le téléski c'est bien propre pour faire du ski. Or, le développement aussi se fait sur toute cette autre pan qui est le tourisme et l'urbain, là où le téléski n'a pas de sens évidemment. On ne connaît pas forcément l'évolution de ce métier-là en 20 ans, 30 ans. Le débit maximum aujourd'hui d'une remontée mécanique, d'un gros porteur, d'une très grosse télécabine, on est passé de combien à combien pour se rendre compte un peu des progrès faits dans les remontées mécaniques? J'ai envie de dire, quand j'ai commencé il y a une quarantaine d'années, les gros débits c'était 1600, 1800 personnes à l'heure. Aujourd'hui, on est en train de livrer des appareils qui sont classiquement à 4000, 4500 personnes à l'heure, donc on est quasiment 3 fois plus. Et des technologies telles que les systèmes 3S, par exemple, peuvent nous emmener à des 6000 personnes à l'heure. Donc on est dans des systèmes qui sont quand même enfin, du transport de personnes à haute masse de personnes transportées, ce qui d'ailleurs explique pourquoi sur le développement urbain, ces systèmes apportent aujourd'hui quelque chose qui est à la hauteur des attentes, en tout cas en matière de mobilité. Oui. Donc Poma, c'est la fabrication. L'installation ou pas forcément, là c'est sous-traité, comment ça fonctionne? Alors dans notre système, on a effectivement toutes les cordes à notre arc chez Poma, puisque à la fois il faut faire des produits. On voit bien une cabine qui, sur un pylône, un peu comme des pièces de Lego, on dirait. Ça fait partie de notre boulot. Le deuxième gros boulot, c'est celui de faire des installations. Et puis, c'est aussi de concevoir tous les automatismes sécuritaires, etc. C'est d'accompagner le montage dans certains pays, soit de le faire nous-mêmes. On a une filiale qui est spécialisée là-dedans, hein, qui est sur Gilly, Albertville, la Comag en l'occurrence. C'est aussi d'aider à la maintenance, mais c'est aussi d'exploiter, de former les gens pour arriver à conduire les appareils. Donc ouais, c'est vraiment une ouverture complète sur toute la chaîne. Pour la partie ski, il est évident qu'au niveau des stations, les gens savent faire, souvent même mieux que nous, bien entendu, et où là, on est plus en partenariat et en soutien face à des professionnels qui exploitent les domaines skiables. Donc Poma, je le disais au début de cet entretien, c'est plus d'1 millier de salariés dans le monde, c'est ça? Aujourd'hui, c'est 1200 personnes. Ouais. C'est quasiment 800 sur Auvergne-Rhône-Alpes, oui. Donc c'est une société qui est effectivement très localement implantée, que ce soit sur une partie fabrication, parce qu'on fabrique aussi énormément de choses sur le côté français, 70% à peu près, alors qu'on exporte sur plus de 80%. Donc voilà, une société un peu comme on en rêve souvent, celle qui ramène de la valeur chez nous, etc. et qui, quelque part, rayonne au niveau du marché export. C'était la question d'après, effectivement. Le marché de Poma, effectivement, le marché français, ça y est, il est fait, j'ai envie de dire, les remontées mécaniques en France sont faites, il y a quelques renouvellements, mais c'est fait. Maintenant, ça se passe ailleurs, c'est où? C'est en Europe, c'est encore ailleurs dans le monde? C'est un peu rapide comme analyse, mais le marché français était un très gros marché. Il est toujours en train de se battre en tête pour être un gros marché au niveau du ski en particulier. C'est un marché qui s'est énormément développé dans les années 80 et qui aujourd'hui est un marché de renouvellement, c'est ce que vous venez de dire. Mais dans le renouvellement, il y a encore des tas de choses à faire, donc c'est un marché qui est très actif. On va dire comme ça. Le développement du ski se fait ailleurs, notamment du côté de la Chine, de l'ex-Union soviétique, etc. Enfin, des pays, le Kazakhstan, etc. Le Caucase et autres. Donc il y a un monde du ski qui se développe. Et puis il y a tout un autre marché qui est effectivement depuis les années 2000 touristique, qui est urbain plus récemment, avec tout ce développement nouveau. En tout cas dans un système qui vient vraiment en adjonction d'autres systèmes type bus, type métro, type etc. Donc où on est dans de l'intermodalité, mobilité accompagnée, voilà, avec des nouveaux marchés. Alors on va en parler des transports urbains par câble, on va en parler mais simplement, on s'arrête simplement sur la montagne. La France, on a bien compris, du coup la Russie ça a été fait grâce aux JO, maintenant vous êtes tourné quoi? D'abord vers la Corée du Sud avec les JO et maintenant vous êtes forcément tourné vers la Chine. C'est là le marché de la montagne de demain?
Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que la France est un pays qui vraiment s'est développé autour du ski et du tourisme. Vous savez qu'on est le seul pays qui a eu 3 fois les JO d'hiver, hein, entre Chamonix en 24, Albertville en 92 et entre autres Grenoble en 68. Donc on a une référence là-dessus et avec des majeurs. Quand on parle de Rossignol, quand on parle de la Compagnie des Alpes, le plus grand exploitant du monde, quand on parle de l'ESF, quand on parle de l'aménagement, je pense à des gens comme Jeannot Catelin qui était sur Courchevel, etc., sur l'aménagement des sites, c'est une référence. Et donc, effectivement, notre marché, notre futur, notre histoire, elle est écrite autour de l'excellence. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est intéressant par rapport à notre lieu d'activité, à nos partenariats avec nos gens, les stations qui sont proches de nous, qui sont capables aussi de nous pousser encore plus loin dans nos retranchements, et dans un monde en plein développement, puisque aujourd'hui les saisons sont quand même relativement courtes, l'attente des clients est importante, et où il faut qu'on soit à un niveau d'efficience, un niveau d'efficacité qui soit la belle image que la France doit apporter à tout ce monde-là, face à des concurrents qui sont les États-Unis, qui étaient autrefois le Japon et pour qui c'est un peu plus compliqué, ou qui soient aujourd'hui évidemment l'Autriche, l'Italie, évidemment. Mais ça veut dire que par exemple la Chine, on est à 3 ans des Jeux Olympiques, de Pékin en Chine, donc ça y est, c'est fait, c'est bouclé, les contrats sont verrouillés ou pas du tout? Pour la question qui est celle des JO qui arrivent, et c'est là 2022, les choses sont déjà faites, puisque de toute façon tout doit être prouvé avant, donc tout est déjà bouclé. Mais ça montre bien que depuis des années, des dizaines d'années, on est effectivement proche de tous ces développements. Et aujourd'hui, on a plus de 300 appareils déjà qui ont été faits en Asie et on a plus sur le Mont de Neige déjà quelques dizaines qui tournent, certains depuis plus de 10 ans. Donc voilà, on est très très présent dans ces marchés-là, bien sûr. Et alors parlons maintenant de ces transports urbains par câble. Je connais Grenoble, je sais qu'il y en a aussi du côté de Brest, mais il y a des projets finalement partout dans le monde? Alors il y a des projets partout, l'Amérique du Sud, il y en a eu d'autres sur la Russie, il y en a eu d'autres sur Taïwan, il y en a eu beaucoup dans des pays qu'on attend moins, comme l'Algérie par exemple, l'Algérie qui est le premier pays de transport à câble en milieu urbain, dans laquelle on a fondé une société par exemple avec l'État algérien, on a plus de 700 personnes qui sont employées en Algérie. Donc voilà, donc il y a effectivement des choses. Sur le côté français, il y a des commandes en cours, puisqu'on a récupéré 3 commandes, notamment une à Toulouse, une à Orléans et une sur l'île de la Réunion, Saint-Denis de la Réunion. Donc là aussi, il y a des choses qui sont en train de se faire. On est vraiment à un virage de l'utilisation du câble en milieu urbain et dans nos pays plus classiques européens. On n'oubliera pas New York, par exemple, aussi, entre cet appareil qui est entre Roosevelt Island et Manhattan, par exemple, qui existe depuis et qu'on a remis en route là, il y a une dizaine d'années avec les meilleures technologies. Je termine simplement, Jean Souchal, par votre parcours à vous, puisque vous êtes donc président du directoire de l'entreprise Poma, mais alors vous avez fait toute votre carrière chez Poma. Vous êtes rentré chez Poma en 1981, vous avez choisi de rester chez Poma, c'est quoi? C'est une vraie force pour le groupe? Comment ça fonctionne? Oh, je le dirais pas comme ça. Oui, c'est vrai que j'ai cette chance, en tout cas moi je viens de la montagne, hein, je viens de la vallée des Bellevilles à l'origine. Qui eût dit à un moment donné qu'on puisse effectivement faire toute une carrière dans quelque chose qui plaît, dans un milieu exceptionnel et où économiquement on peut vivre chez nous. Et je pense que ce qui est important dans toute l'histoire Poma avec toutes ses filiales et ses partenaires, c'est comment on a créé de la valeur à l'intérieur de nos territoires et de les faire vivre. Et cette passion finalement qui m'anime moi mais qui anime tous les collaborateurs de Poma, c'est une chance inouïe et c'est un plaisir en tout cas d'y passer. Mais sachant que vous êtes rentré comme dessinateur, ça vous donne quoi? Une connaissance parfaite de l'entreprise, c'est un peu ça en ayant gravi tous les échelons? Vous savez, ce qui est intéressant, les techniques avancent, les gens avancent, les regards croisés sont tout importants et je pense que on a cette chance vraiment d'avoir des passionnés chez Poma et voilà, j'en suis un, mais je ne suis vraiment pas le seul et c'est toute cette entreprise qui autour de tous ces savoir-faire, en tout cas, fait qu'on est tous heureux et fiers de faire ce qu'on fait. Oui. Eh bien, Jean Souchal, président du directoire de Poma, merci à vous, merci d'être venu dans cette émission Point de Vue. Merci à vous de m'avoir invité, puis merci de m'avoir permis de partager en tout cas cette passion et avec vous et avec toute la communauté de la montagne. Merci.
Après la montée, la descente. Pour profiter des pistes de ski, encore faut-il qu'elles soient bien préparées. Alors il faut lisser les bosses, fraiser la neige et puis damer les pistes de ski. Et tout ce travail se déroule de nuit généralement pour qu'au petit matin, les skieurs puissent profiter des différents domaines skiables. Alors notre invité est l'un des spécialistes du domaine, il s'agit de Didier Bic. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de Casborer ESE, c'est Casborer France globalement. Oui, engin au service de l'environnement, mais c'est la filiale française. Alors effectivement, vous fabriquez, vous, les fameuses dameuses qui travaillent la nuit sur les domaines skiables. Voilà, on fabrique, notre marque s'appelle Piston Bully, c'est la marque. Il y en a une derrière nous. Il y en a une derrière nous, voilà. Vous l'avez amené dans votre petite voiture. Voilà, exactement. Donc des engins de damage pour tout type de piste de ski, de l'alpin, du nordique, tout ce qu'on veut. On retrouve ces engins finalement dans les 350 stations françaises. C'est indispensable maintenant pour les domaines skiables, une dameuse. Ah ben c'est un peu la garantie neige des stations, c'est-à-dire que produire la neige c'est bien, mais si vous n'êtes pas capable de la mettre en place, ça sert à rien. Donc les dameuses, et c'est j'allais dire ce qui restera en dernier pour garder la neige, puisqu'en fait le rôle de la dameuse, c'est d'abord de compacter le manteau neigeux, de garder le froid dans la neige, de faire rentrer le froid dans la neige, et ensuite d'avoir une bonne skiabilité pour les skieurs, le plaisir. Mais ça vient en deuxième. Le premier objectif, c'est vraiment de conserver la conservation du manteau neigeux. Alors parlons de votre entreprise, Casborer, Piston Bully, c'est quoi la différence? Casborer, ça ne fait pas vraiment français à la base. Non, la vérité, c'est pas vraiment français. C'est allemand, et vous verriez peut-être le mot Casborer ailleurs, sur des autobus ou des choses comme ça. Sur des camions, par exemple. Sur des camions, puisqu'en fait, à l'origine, c'était un producteur et un constructeur d'autocars qui était amoureux du ski et qui, dans les fins des années 60, a vu qu'il pouvait appliquer la technologie des autocars, c'est-à-dire la transmission hydrostatique, c'est-à-dire pas de vitesse, comme on a aujourd'hui par exemple sur des scooters, des choses sans vitesse, aux engins de damage, puisqu'avant ils avaient des vitesses. Alors quand vous étiez dans une pente comme ça et que vous ratiez la vitesse, vous repartiez en arrière, c'était pas très amusant. Mais bon, ils ont mis ça et ils ont mis les premiers moteurs diesel aussi sur les engins de damage. Et donc ils se sont diversifiés dans les engins de damage. Alors depuis, la société s'est séparée, les autocars ont été vendus au groupe Mercedes. Bref, nous sommes indépendants aujourd'hui, constructeurs d'engins tout-terrain, puisqu'on fabrique aussi des machines de nettoyage des plages. Et alors quand on voit Casborer, Piston Bully, en fait c'est les dameuses. C'est la marque des dameuses. C'est la marque des dameuses, Beach Tech les nettoyages de plage, Power Bully pour les engins tout-terrain, voilà. Vous êtes implanté en France? Vous fabriquez en France? Vous êtes implanté où? Comment ça se passe? On est implanté en Allemagne, près de Ulm, en mi-chemin entre Stuttgart et Munich. Et nous sommes la filiale française. Donc on reçoit les machines assemblées et produites. Et puis chez nous, on fait l'entretien. On fait beaucoup d'améliorations, de customisation. On reparlera tout à l'heure de tout ce qui est système GPS qui, eux, sont faits en France. Tous les GPS et les systèmes d'aide à la conduite pour l'ensemble du groupe sont faits et développés en France. Alors on vous voit le long d'une autoroute quand on monte en station. C'est tout à fait ça. Voilà, vous êtes à Albertville. Hein. Voilà. C'est ça. On vous voit, c'est là où il y a votre dépôt en fait. Hein. C'est là où il y a le siège pour la France et où il y a le dépôt effectivement et l'atelier de réparation, et de là par toutes les pièces détachées aussi pour le service, qui est très très important pour le service de nos clients. C'est combien de salariés? Albertville, nous sommes 45, et puis on a cette petite filiale qui est à côté de Grenoble, qui fait justement tous les développements de GPS et qui est à Grenoble, qui a 15 personnes. Alors moi j'ai une question quand même, quand j'ai préparé l'émission, je me suis posé la question, pourquoi ces dameuses sont rouges? Est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a une raison particulière, ou alors le rouge, pourquoi pas, comme une autre couleur? Non, c'est d'abord la première raison, c'est que c'est une couleur recommandée pour la sécurité sur les pistes, puisqu'en fait on le voit très bien, c'est-à-dire que quand on circule par jour de brouillard, la machine se voit de loin et c'est ce qui donne une bonne visibilité. Donc c'est déjà un élément de sécurité. Maintenant c'est devenu emblématique de la marque évidemment. Et alors combien de dameuses fabriquées ou livrées chaque année dans les différentes stations? L'ensemble du groupe produit à peu près entre 600 et 700 dameuses par an, sur un marché qui est assez petit, c'est un marché confidentiel, à peine 1 millier de dameuses dans le monde. Et donc en France, le marché est de l'ordre de 110-120 machines. Et nous, on en fait 60-70 sur ce total. Ce qui est déjà beaucoup quand même. Oui, c'est une bonne part de marché. Il n'y a plus que 2 constructeurs dans le monde. Hein. C'est des produits très très spécifiques, avec un petit marché de niche, des développements très coûteux. Et donc c'est vrai que ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce petit bijou de technologie, prix catalogue, ça vaut combien? De l'ordre de 450 000 €. Quand même? Oui, quand même. Parce qu'effectivement, c'est un bijou de technologie. Il y a beaucoup de choses dedans. Oui, beaucoup de choses dedans. Beaucoup d'électronique, beaucoup d'hydraulique, avec la capacité de la machine de travailler à 1000 mètres d'altitude et de conserver une puissance suffisante à 3300 mètres d'altitude. Donc il faut en permanence réévaluer les données des capteurs. La machine travaille également en permanence dans la pente. Donc vous imaginez l'huile du moteur
qui tombe derrière sur les derniers pistons. Les premiers ne se rendent plus dans l'huile, il faut les réalimenter, réinjecter l'huile. Enfin bon, tout un tas de systèmes qui sont très très spécifiques à ce métier-là. Oui, la pente pose énormément de problèmes et de questions sur un moteur classique à combustion en fait. Oui, oui, bien sûr, ça pose des questions. Mais déjà l'altitude, puisqu'en fait vous n'avez pas la même, du tout la même puissance à 1000 mètres qu'à 3000 mètres, vous perdez beaucoup. Donc il faut compenser tout ça pour faire en sorte que le travail se fasse aussi bien à 1000 qu'à 3000. Quoi. Et puis alors après, selon le travail que l'on souhaite faire, si on est sur un domaine nordique, un domaine alpin, un snowpark, un halfpipe, Voilà. il y a des types de dameuses différents. Oui, des dameuses différentes. On a conçu des machines spéciales pour les snowparks avec des grands débattements de lames, des grands débattements de fraises pour pouvoir faire les kicks, remonter, faire en marche arrière, etc. Charger. Donc effectivement, il y a différents types d'engins. On a en gros 3 engins dans la gamme. La petite qui est faite pour les, on va dire les pistes nordiques ou les petits domaines skiables, le milieu de gamme et puis le haut de gamme. La puissance moyenne, enfin aujourd'hui la puissance couramment utilisée, c'est 500 chevaux. On ne se rend pas bien compte quand on est skieur du travail qui a été fait la nuit par les dameurs avec ces machines. Simplement, une machine permet de damer combien de pistes de ski, ça veut dire combien de dameuses par station, mais selon la taille des stations évidemment. On va dire que les domaines skiables, les gros domaines skiables comme La Plagne, comme Courchevel, sont des domaines skiables qui ont une vingtaine de machines. Parce qu'en France, on dame sur 2 postes. C'est-à-dire qu'on dame le soir, un poste qui fait 17 heures, 1 h du matin, et un autre poste qui fait souvent 2 h du matin, 9 h du matin. Les pistes de ski sont damées 2 fois de suite? Non, le domaine skiable est damé en 2 fois, pas en 2 postes. Contrairement aux Autrichiens qui ne dament que le soir. C'est-à-dire qu'eux, donc ils ont 2 fois plus de machines que nous. Sur le même domaine skiable, ils ont 2 fois plus de machines, sauf qu'elles partent toutes en même temps. Elles font tout le domaine skiable, alors que nous, c'est les mêmes. Avec 2 chauffeurs, bien évidemment. Il y a une équipe du soir et une équipe du matin. Donc c'est une façon de damer qui est complètement différente, avec des résultats aussi différents sur la qualité du domaine et sur la neige, bien évidemment. Puisque selon l'état de la neige, ça c'est une particularité du damage, c'est que la neige est un matériau polymorphe, donc il a des caractéristiques mécaniques très différentes selon que c'est la neige de décembre, de janvier, de mars, d'avril, et donc elle se traite différemment. Et là vous disiez, l'utilisation d'une dameuse permet de préserver la neige en fait tout au long de la saison. Ça sert à ça une dameuse. Ça sert à ça. La fraise qui est l'accessoire arrière brasse la neige pour faire rentrer les frigories dans le manteau neigeux afin de garder le froid et pouvoir le conserver le plus longtemps possible. Vous mettez 2 pistes, une damée et une pas damée tout l'hiver. La piste damée, elle tiendra bien plus longtemps dans la saison que la piste qui est non damée. Et puis ça sert à égaliser quand même quelque part. Ça sert à égaliser, au plaisir des skieurs, après avoir de la neige douce, d'égaliser les bosses évidemment aussi. Hein. Donc à remettre de la neige, alors puisque maintenant on utilise des GPS qui sont capables aussi de mesurer la hauteur de neige. Donc ça c'est vraiment les derniers accessoires qui sont sortis et qui vont dans le sens du développement durable. L'objectif étant de produire moins de neige, ou en tout cas juste la neige qu'il faut, sachant qu'il y a de la neige souvent sur le domaine skiable, mais on ne sait pas trop où elle est, le vent la bouge, les skieurs la déplacent, et donc on ne se rend pas compte, il y a des endroits sur les pistes où il y a plus que 10 cm, et puis à côté il peut y avoir 1,20 m. Donc la mesure d'auteur de neige sur la piste permet de déplacer cette neige, ce qu'on ne faisait pas avant, et au lieu d'en produire en se disant, d'habitude il manquait de la neige, on dit on va en reproduire. Ben non, en fait c'est pas la peine, il y en a juste à côté, mais on ne sait pas forcément. Ça veut dire quand même que le métier de conducteur de dameuse, c'est presque un métier d'ingénieur, il faut véritablement savoir exploiter tous les outils informatiques à disposition pour mesurer la hauteur de neige, parfaitement gérer le GPS et savoir comment répartir la neige correctement avec une certaine stratégie. Oui, là-dessus on a beaucoup de similitudes avec l'agricole, où ils ont beaucoup maintenant d'accessoires qui permettent le dosage de ce qu'ils versent ou de ce qu'ils mettent sur les champs. Et donc le GPS aujourd'hui permet aux chauffeurs de travailler. Alors il y a des caméras, il y a un tableau de bord qui est assez complexe, et puis en même temps le chauffeur peut recevoir toutes ces instructions du chef des pistes ou du responsable de damage sur son tableau en disant ben voilà, là il faut remettre un peu de neige, demain il y a un slalom sur telle piste là et donc il faut le damer plus, puisque quand il y a un slalom il a plus tendance à se creuser, donc il faut le damer plus. Voilà, il peut recevoir tout un tas d'instructions, donc on est vraiment dans le numérique. Si je vous parle maintenant de développement durable, est-ce que c'est une question qui est abordée dans votre entreprise, cette question du développement durable? Parce que les dameuses forcément de temps en temps ça fait un peu polémique, certains disent ça pollue. Oui, alors bon, non seulement c'est un sujet d'actualité, mais c'est la priorité, puisque, alors d'abord nous en tant que filiale française, on a d'ailleurs été la première filiale du groupe à être ISO 14001, donc à norme environnementale, mais également les 2 gros sujets de développement aujourd'hui sur les engins de damage, c'est les motorisations, et avec les émissions polluantes, et ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'assistance à la conduite et la gestion du manteau neigeux, où on essaie d'optimiser la production d'eau, le parcours des dameuses, puisque maintenant avec les GPS, ils savent mieux ce qu'ils font, donc ils optimisent tout ça.
Et la motorisation, on a eu des normes, 3 normes dans la décennie 2010-2020 pour améliorer 2 polluants, les particules et les oxydes d'azote, les NOx. 3 normes très compliquées, changer des moteurs, faire des tests, on a même changé de motoriste, de fournisseur de moteurs. Malheureusement, ça a beaucoup accaparé les bureaux d'études, ce qui fait qu'on a eu peu d'opportunités d'étudier de nouvelles énergies. Les moteurs électriques, les moteurs à hydrogène, etc. Donc là, on s'y remet. D'ailleurs, c'est le cas de tous les producteurs de gros engins comme ça, engins off-road, on appelle ça, qui ont été aussi contraints de suivre les normes. Donc ça a beaucoup brassé dans les bureaux d'études. Malheureusement, juste sur ces contraintes, alors qui ont amélioré de façon extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que les particules, alors ça n'a pas baissé de 5%, ça a baissé de 95% par rapport à il y a 10 ans. 95%, les oxydes d'azote, c'est pareil. 98%, c'est-à-dire qu'en fait, on émet aujourd'hui en particules ou en oxydes d'azote que 5 ou 2% de ce qu'on émettait il y a 10 ans. C'est pour ça que quand on parle de moteur diesel, il y a moteur diesel et moteur diesel. Et quand on fait la chasse au moteur diesel, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Et aujourd'hui, on ne parle plus du tout de la même chose qu'il y a 10 ans. Et l'hybride, par exemple? L'hybride, donc nous avons développé une machine hybride qui à la fois, alors qui n'embarque pas l'énergie, parce que le gros challenge de nos machines, c'est le poids. Nous, c'est le rapport poids-puissance. Vous imaginez bien que si vous mettez un gros bulle sur une piste, un gros bulle de 500 chevaux, ça pèse environ 38 tonnes. Nous, notre machine fait 10 tonnes pour la même puissance. Et donc, évidemment, elle peut se déplacer sur la neige. Si vous mettez un bulle à la place de cette machine puis que vous essayez de le bouger là, jamais bougera. Vous n'allez pas aller bien loin. Donc nous, c'est le poids. Donc aujourd'hui, le stockage d'énergie, c'est encore très lourd. Donc on n'est pas prêt sur de la machine complètement électrique. Donc on fait de la diesel électrique avec un générateur qui alimente de la motorisation électrique des chenilles et de la fraise. Alors je ne vous ai pas posé la question, mais finalement une dameuse est capable de remonter des pentes à quel pourcentage ou à quel degré d'inclinaison? 100%, c'est-à-dire 45 degrés, on peut remonter. Donc cette machine que vous voyez derrière nous, elle a un treuil qui lui permet de s'accrocher et d'aider la machine à remonter la pente. Et non seulement elle remonte la pente, ce qui était l'objectif initial, mais maintenant on arrive à remonter la neige, c'est-à-dire que les treuils et les machines sont suffisamment puissantes pour aussi remonter la neige qui est descendue dans la journée. Et grâce à ces treuils, aujourd'hui les pistes peuvent rester enneigées jusqu'en haut, c'est-à-dire qu'avant le haut se dégarnissait rapidement puisque les skieurs, le vent, etc. faisaient descendre naturellement la neige. Maintenant on arrive à damer en remontant. Et d'ailleurs dans le temps, les premières dameuses montaient par des chemins et ne damaient qu'à la descente. Alors que maintenant, on est capable non seulement de monter, mais de remonter de la neige aussi. Bon, les innovations de demain, on a parlé un peu motorisation. Il y a d'autres innovations possibles demain? Sur les motorisations, on est sur les voies. Alors, on ne va pas être précurseur, hein, puisqu'en fait, nous, vu la quantité, 1000 machines dans le monde, par rapport aux motoristes agricoles, etc., qui ont des moyens bien supérieurs aux nôtres pour développer de nouvelles technologies. Par contre, dans le numérique, nos systèmes GPS, nos systèmes SNOSAT qui fait de l'aide, oui, là, il y a beaucoup de développement. Je ne parle pas encore de la machine autonome, mais évidemment on y pense tous, on a tous ça en tête. On n'y est pas encore parce qu'il y a du travail de la lame. Donc on met maintenant des capteurs sur la lame pour mesurer la hauteur de neige, pour que la lame ajuste toute seule en temps réel par rapport à des instructions qu'on pourrait lui donner. Mais on n'est encore qu'à des balbutiements dans ce domaine-là. Mais forcément il y a une voie là-dessus. Eh bien merci à vous Didier Bic, on rappelle que vous êtes le directeur de Cacheborer ESE. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Point de Vue aujourd'hui. Merci de votre invitation. C'est ainsi que s'achève notre émission Point de Vue, tournée ici dans la station Savoie Grand Revard, avec derrière une très belle dameuse. Cette émission est à revoir évidemment sur notre site internet montblanclive.com grâce au replay. Également, n'hésitez pas à réagir sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou encore Facebook. Cette émission Point de Vue donc se termine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et ce dans une nouvelle station de ski. Merci à vous.